Même si la route est encore longue, la RDC est proche de revenir à la Coupe du Monde après avoir éliminé le Nigeria, un but partout au terme des prolongations et puis une victoire 4-3 au tir au but. Les Léopards sont donc qualifiés pour les dernières éliminatoires qui vont se jouer avec d'autres équipes également encore avant de retrouver donc les phases finales. Nous évoquons le sujet dans cette émission. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs sur New World Info et merci également à nos internautes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission. Et pour en parler, j'ai deux invités et l'homme Nayo, notre consultant maison. Un plaisir de vous avoir. Plaisir également d'être là, Mout. Salut à tous les téléspectateurs. On a également Dodo Aziadou qui est notre consultant également en tant qu'entraîneur mais également préparateur physique. Dodo, un plaisir de vous retrouver. Un plaisir aussi et puis bonjour à tous les internautes, bonjour à tous. La RDC avait déjà créé la sensation en éliminant le Cameroun avant de faire tomber maintenant le Nigeria. Les Léopards sont donc pour l'instant qualifiés dans les barrages de l'Afrique. Voilà, donc pour le mondial. Mais la route est encore longue. On va d'abord évoquer ce match entre le Nigeria et puis la RDC parce que il n'était pas, c'était pas donné. D'abord, il y a le Nigeria qui avait pris les devants avec Franck Onyeka après 3 minutes de jeu. Et il y a Meshak Elia qui a égalisé plus tard à la 32e minute, ce qui a lancé donc ce duel et qui s'est soldé par un but partout au terme des prolongations et une victoire des Léopards 4-3. Un match âprement disputé et l'homme. Oui, mais un match âprement disputé, je saurais le dire parce que là, en première période d'entrée, on a vu une formation congolaise, en tout cas qui était un peu sur ses freins, parce que là, ils savaient qu'en face, il y avait une armada offensive du côté du Nigeria, composée des joueurs comme Osimhen, dont on sait quoi il est capable aujourd'hui. Mossi Simon, c'est également du côté du Paris FC, et tout ce qu'il y a comme matos du côté du Nigeria. Donc là, ils étaient sur le front. Ils ne voulaient pas sortir. Pourtant, le Nigeria les attendait de sortir, mais eux aussi n'ont pas voulu. Mais là, on a vu cette ouverture du score de la part de Franck Onyeka, qui a fait un peu sortir la RDC, en tout cas de sa carapace. Ils ont été intelligents. C'est là où ils ont commencé par sortir. Un peu histoire d'aller chercher, en tout cas, l'égalisation à l'arrivée. Ça s'est passé après la deuxième période. On a vu qu'ils avaient eu l'emprise sur la rencontre. Le Nigeria n'a quasiment plus existé parce qu'entre-temps, Victor Osimhen était sorti sur blessure. Il avait des douleurs derrière la jambe. Bon, c'est ce qu'on nous a dit. Et donc, et on avait plus également Demola Lookman. Donc, on avait les hommes forts, en tout cas, pour le Nigeria offensivement qui n'y était plus. Et derrière également, dans l'as, on n'avait pas leur capitaine courage, Trostekong également, qui n'était pas là donc à l'arrivée. Cette victoire congolaise dans les tirs au but, parce que dans la prolongation, il y a rien eu, parce que les deux équipes avaient peur l'un de l'autre, chacun jouait sur son natation, parce que l'on voyait les tirs au but proches, la qualification proche, donc on ne voulait plus vraiment se laisser faire découvrir. Donc là, ils sont allés dans les tirs au but, et à l'arrivée, ce spectacle des deux gardiens, j'ai envie de dire Wambali et du côté également de la RDC Mafoulou également, qui est aujourd'hui du côté de l'Arménie, deuxième gardien de son club, mais là qui a su quand même sauver sa formation congolaise. Et on se rend compte que le Nigeria a eu énormément de problèmes, surtout à partir de la deuxième période, avec la sortie de Victor Osimhen. Comment est-ce que Richel a pu passer à côté de ce match, Dodo? J'aime bien ce mot que tu as utilisé. Le Nigeria a eu des problèmes. Je pense que le Nigeria est une nation à problème. Ça fait un bon bout de moment en matière footballistique. Depuis leur victoire à la CAN 2013, sincèrement, ça tangue énormément. Cette génération, justement, de Michael Obi et tout ça. Oui, après Michael Obi, toute la génération qui est venue, malgré qu'ils ont de très bons joueurs, en l'instar de Victor Osimhen, Ademola Lookman et tout ça, là, Victor et Simon, tout ça là, mais je pense qu'il y a un problème comme je le dis toujours, il y a des sélections aujourd'hui qui ont trop de problèmes de riches, à l'instar de la Côte d'Ivoire dont nous avons parlé la fois dernière. Et il faudrait un entraîneur qui essaie de vraiment régler ce problème. Mais si on prend, je pense que le meilleur était Guen Otror.
Gano 3 qui est aujourd'hui du côté du Bénin. Je pense qu'il a fait un bon travail là-bas. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Et hier, je pense que le Fimbo a eu raison des Super Eagles. Hein. On a vu le Congo jouer à Lomé ici. Beaucoup de gens ont décrié le jeu du Congo. Ouais, le niveau de jeu. C'est-à-dire très défensif. Non, il n'y avait pas de production. Il avait été clairement en difficulté. Hein. Je pense qu'ils avaient joué même avec un frein. Ouais, et je leur ai dit, vous savez quoi, le football aujourd'hui, la première des choses, c'est l'infrastructure. Quand vous avez un bon terrain, je pense que vous verrez la qualité de ces joueurs. Quand nous prenons les joueurs du Congo et en l'instant de Wan-Bissaka et Bakambu, Cédric, on a au moins 4 joueurs qui sont en première ligue là-bas. Ouais, et ils jouent sur de très bons terrains. Et je pense que le Maroc, en matière d'infrastructure, aujourd'hui, nous offre en Afrique les meilleurs terrains possibles. Et vous avez vu, en ces 2 matchs, il n'y avait pas photo. Moi, je me disais que le Nigeria n'allait pas passer par Donc, vous pensez que les installations ont permis à la RDC de pouvoir mieux étaler son... Effectivement, de pouvoir mieux étaler son jeu. Parce que quand vous voyez ces joueurs, ce sont des joueurs très techniques qui jouent dans de grands championnats où ils n'ont pas ce genre de problème. Mais quand ils sont sur des terrains, excusez-moi le terme, des patates douces, ils ne peuvent pas exprimer leur talent. Je pense que le Maroc leur a offert, comme on dit, ces infrastructures pour pouvoir bien développer ce jeu. Et félicitations à eux, même si là, ce n'est pas encore fait. Mais je pense qu'ils iront jusqu'au bout pour pouvoir nous offrir encore un autre ticket pour la Coupe du Monde. Ouais, Mou, tu avais parlé également d'Eric Schell qui est passé à côté de son match. Ouais. C'était clair, quoi. J'ai l'impression qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Eric Schell, on se souvient à la CAN avec le Mali, c'est-à-dire tu gagnais la Côte d'Ivoire dans les derniers instants, tu sors tes attaquants, tes hommes forts et tu fais rentrer des défenseurs. Et à l'arrivée, on a vu que ça n'a pas justement poursuivi. Hier, il a fait la même chose. Maintenant, ok, si tu as choisi de faire ainsi, tu vois clairement que vous allez dans les tirs au but. Votre meilleur tireur, c'est Trostekong par exemple qui était sur le banc. Ben là, tu fais rentrer les défenseurs et tu le fais même pas rentrer. Donc quelque part dans sa gestion, dans son management, il a clairement été à côté de sa rencontre et même dans l'attitude d'après-match où il a fallu en découdre avec un membre du staff du côté près du Nigeria. Voilà, il a été clairement à côté, surtout dans la gestion on avait vu qu'il n'avait vraiment pas de plan B, quoi. Et donc voilà. Bon, je pense que l'homme a bien parlé. Je pense qu'en Afrique, ici, quand nous voyons certains entraîneurs, leur ego prend le dessus sur, comment on dit, le social. Prendre le dessus sur le social, tu vois un peu. Donc Eric Schell, comme l'homme l'a dit, a eu des problèmes avec le Mali. Il n'a pas su apprendre de ses erreurs pour pouvoir... Et le Mali et le Nigeria et le Mali, c'est autre chose. Et le Nigeria, c'est une grande nation de football. Dans les années 90 et autres, là, avec Wonko Kanu, tout ça là. Donc, je pense qu'il n'a pas appris de ses erreurs et le Nigeria, ça pardonne pas. Je pense qu'il ne va pas perdurer. C'est un peu dommage pour une équipe. Tout à l'heure, vous vantiez le mérite de cette équipe des Super Eagles. Ils ont quoi? Ils ont 2 ballons d'or africains. Oui, en activité. Les 2 dernières en date. Effectivement, Osimhen et Lookman. Et on se rend compte qu'ils vont passer à côté de cette Coupe du Monde encore une fois. Malgré que le nombre d'équipes a augmenté en Afrique aujourd'hui, ils vont encore passer. C'est vraiment déplorable pour ce pays. Il faudrait qu'ils reprennent. On dit que l'État ne doit pas s'ingérer dans le football, mais des fois, et en l'instar de ce qu'a fait le Ghana la fois dernière, quand le président a pris les choses en main, je pense que le Ghana s'est qualifié. Je pense qu'il faudrait vraiment une ingérence de l'État dans ce football pour pouvoir assainir tout ce qui est autour de ce football nigérien. Oui, mais quand vous dites comme ça, c'est quelque peu vague parce que aujourd'hui, c'est juste dire qu'on doit taper sur le point sur la table, point sur la table, quoi. Fin au désordre, je pense. Ce n'est pas aussi un peu la faute peut-être à la chance parce que Richel, c'est vrai, c'est pas un entraîneur si énorme, mais après il a tenté de pouvoir faire le job et puis il a une équipe aussi qui est en place aujourd'hui. Osimhen qui marque beaucoup de buts dans l'attaque et après ils arrivent à être éliminés comme ça. Moi, ils ont fait le pari des Richel, mais moi je pense que c'était un faux pari pour eux, parce que le Nigeria c'est un très grand pays. J'aurais mieux, moi en tant que président de la fédération, j'aurais même mieux choisi quelqu'un de charismatique comme Paulo Duarte, parce que Richel il est un peu léger dans ses
dans cette prise de ces décisions. C'est ce qu'il m'a dit. Il n'a pas appris de ses erreurs au Mali. On lui a offert une nouvelle chance d'entraîner un très grand pays et il n'a pas encore appris de ça. Et puis je pense que c'est pas bien pour son CV. Et puis voilà un peu. Et la prochaine étape pour le Nigeria maintenant, on l'a dit après la déception. C'est la CAN. Après la décision, c'est de préparer la CAN, d'attendre de voir ce que ça va donner à la CAN. Après, oui, et Richel, on ne va pas quand même tout mettre sur lui, parce que le Nigeria, même aujourd'hui, c'est de la pagaille, en fait. On l'a dit entre-temps, n'oublions pas qu'après leur victoire en 2015, il n'était même pas à la CAN. Si aujourd'hui, on se retrouve avec le Nigeria, tout le Nigeria, on nous parle aujourd'hui des problèmes de primes, qui sont là depuis 2019 plutôt, des primes de qualification non perçues. Parce qu'il y avait même une grève avant le match du Gabon, il a fallu faire pieds et mains pour calmer un peu la tempête. Et donc ça veut dire que même au niveau de l'organisation, au niveau du staff et au niveau même de l'État aujourd'hui, c'est plus du sérieux avec cette formation. Et en plus de ça, quand vous avez des joueurs en début de cette campagne, les 4 premiers matchs, ils ont totalisé que 3 points avant l'arrivée même d'Eric Schell. Il n'a pas démarré les éliminatoires. Donc même ça, leurs 4 premiers matchs, ils les ont loupés. Parce que vous avez des joueurs qui sont là à faire des défilés de mots, je viens pas, la Java par-ci, par-là, si ça leur plaît, c'était un peu du FC Hollywood, quoi. Donc ça veut dire que cette qualification même, ils l'ont loupé. Il y a longtemps, parce que n'oublions pas que c'est même cette bêtise-là de l'Afrique du Sud face au Bénin qui leur remet eux en jeu, en fait. C'est ça. Et donc là, cette seconde chance, eux tous, ils l'ont pas saisi. À l'arrivée, ils n'ont que leur jeu pour pleurer. Maintenant, il va falloir se préparer pour la CAN. Essayer de voir encore ce que ça va donner, parce que jusqu'ici, ils avancent. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de collectif. Ils sont souvent sauvés par leurs individualités. La débauche d'énergie de Osimhen qui met énormément de pression sur l'adversaire, qui fait que, voilà, qui pense, c'était un peu comme le Dembélé du côté du PSG, tellement d'énergie et tout ça, mais collectivement, ça n'arrive pas à combiner. Donc, il va falloir retravailler énormément de choses du côté des Super Eagles, quoi. Côté Léopard, c'est quand même également avec leur capitaine Chancel Mbemba, qui ne meurt jamais. Mbemba qui a fait chanceler le Cameroun et qui fait chanceler également le je pense que Chancel Mbemba... Ils ont été demi-finalistes à la dernière CAN. Quand même. Je pense que Chancel Mbemba mérite tout ce qui lui arrive actuellement, avec tout ce qui lui est arrivé en Europe, à Marseille, mis au placard. C'est un joueur sous-coté selon moi, mais un très bon joueur. Aujourd'hui, il est à Lille. Je pense que cette qualification va le rebooster. Et l'homme, tu as dit quelque chose tout à l'heure, je voulais en revenir. Vous savez quoi? J'ai suivi un documentaire, c'était l'autre Congo et leur capitaine. Les Diables Rouges. Oui, les Diables Rouges. Leur capitaine, j'oublie un peu son nom, qui avait la tête rasée, qui a joué en première, en Ligue 1 française. Je pense que tu dois te souvenir de oui, j'oublie un peu son nom. Oui. Il a parlé de leur qualification à la CAN. Vous savez quoi? Jouer pour nation, je pense que vaut mieux. Je pense qu'on doit supprimer même les primes. Justement. Les primes. Parce que si le Nigeria, quand nous voyons ces genres de joueurs qui sont des milliardaires, des multimillionnaires, des milliardaires, venir réclamer non, excuse-moi. Il y a beaucoup qui se Non, je vais en revenir. Non, j'ai le pour et le contre. Je pense que pour ces joueurs qui viennent, pour ces grands joueurs qui viennent réclamer ces genres de primes, c'est que vous n'aimez pas le drapeau. Parce que quand on vient défendre un drapeau, on ne vient pas défendre un drapeau pour l'argent. Mais cette prime sert, c'est là où je veux en revenir. Quand on convoque certains locaux, par exemple, ça va servir pour certains locaux. Ça sert à tout le monde, je refuse pas. Mais je prends l'exemple de la France où ils ont redonné même leur prime à une association parce que ce sont des joueurs, des multimilliardaires. Quand on vient défendre, moi je prends l'exemple de beaucoup de joueurs dans certains pays qui viennent défendre, même en Côte d'Ivoire ici, quand on t'appelle pour la sélection, c'est-à-dire c'est une fierté, un honneur. Alors c'est bien que vous le dites, mais j'ai une question pour vous. Alors, vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de ces problèmes qui minent. Surtout, c'est africaine. Oui, et les fédérations qui ont de la peine à pouvoir miser ou encore même au niveau de l'État, au plus haut niveau, à pouvoir investir dans les infrastructures et tout le reste. Et aujourd'hui, vous voulez que les joueurs aussi se taisent sur leurs primes. Est-ce que vous n'allez pas plonger tout le système dans cette aisance ou bien dans cette facilité de ne pas pouvoir alors financer le football africain? Non, ce n'est pas un financement de... Ils ont les fédérations... Les primes c'était déjà écrit. Oui, c'était déjà écrit. En sélection, tu as droit à un prime. Mais je pense que
que, bon, quand on vient en cas du Nigeria, il joue pour une qualification pour la Coupe du Monde. Et je pense que c'était, comment on dit, le moment était mal choisi. Il pouvait bien se concentrer parce qu'en football, ce sont des détails, des petits détails qui font chambouler un peu la donne. Donc, je pense que c'était mal choisi pour ces genres de joueurs. Je pense qu'un capitaine, par exemple, comme Victor Osimhen, tapera sur la table. Les gars, allons nous qualifier. Laissons cette histoire de prime et allons comment on dit, jouer pour le drapeau national. Et après, on verra ça. Et quand c'est toujours comme ça, quand les histoires de primes arrivent dans les sélections, vous voyez que les grandes équipes coulent. Après, je pense que oui, comme tu l'as dit, forcément ces joueurs ne le réclament pas pour eux-mêmes. Certains, par exemple, parce qu'ils ont des associations, des actions dans lesquelles ils vont injecter. Mais le problème, c'est que les joueurs te diront que le chef d'État, par exemple, il est payé. Pourtant, il travaille pour l'État aussi. Le député, là, au parlementaire, il est payé. Il évolue sur des primes, des voitures. Voilà. Donc, c'est un peu ça le problème, en fait. Le relégué au second plan. Oui, donc, tous ceux qui travaillent pour le pays sont payés. Pourquoi pas nous? Nous aussi, nous venons défendre. Des joueurs peuvent mourir sur le terrain, par exemple. On a eu des cas. Et donc, voilà, tout ça aujourd'hui rassemblé fait que, bon, après, comme il le dit, je pense qu'on doit réguler également ces histoires de primes. Un pays comme le Togo à la Coupe du Monde 2006 pouvait performer mieux que ce qu'ils ont produit. S'il n'y avait pas raison des histoires de primes, on a vu que tout le monde sait de ses papiers, on a vu ce que ça a donné. Même actuellement, les histoires de primes, c'est-à-dire, le problème, c'est que des gens viennent que pour ça, en fait. C'est ça, c'est ça que moi je déplore. Il y a des gens qui viennent parce qu'on vient tout de suite, on a ci, on a ça, donc on s'en fout, ça fait que les gens viennent, ils ne jouent pas, mais ça ne leur dit rien. Quand j'en reviens à ce que tu dis là, ces grands joueurs du Nigeria, ils ne viennent plus pour mouiller le maillot comme on le voyait avant. Quand on dit que tu rencontres le Nigeria, c'est-à-dire que tu te dis que ça c'est un match jusqu'à la 90. Si ça leur plaisait. Ouais, voilà. On va observer une petite pause, on revient tout à l'heure pour parler de Sébastien Desabre, le sélectionneur de cette équipe des Léopards de la RDC, qui a le mérite d'avoir... C'est vrai, ils ne sont pas encore qualifiés pour les phases finales. Non, le chemin... le chemin reste encore long. Ils ont un match en mars. Le Cameroun et puis le Nigeria. Le Nigeria, c'est comme jouer deux finales. Deux finales, c'est énorme. Alors, on revient tout à l'heure.